Cet après-midi, je vous raconte une belle histoire d'amitié à travers celle qu'il a hélas payée au prix fort, ou la véritable histoire de la princesse de Lamballe, l'amie sacrifiée de Marie-Antoinette. Comment Madame de Lamballe est-elle devenue la favorite de Marie-Antoinette ? Quel a été son rôle à la cour de Versailles ? Comment leur amitié l'a conduite au supplice ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 4 mai 1770 et une lettre de la plus haute importance est glissée dans le courrier de la princesse de Lamballe. Elle provient du grand maître des cérémonies de Versailles. Il s'agit d'une invitation officielle du roi de France, Louis XV, pour assister au mariage de Monseigneur le Dauphin avec Marie-Antoinette d'Autriche. Après 3 siècles de rivalité, la France et l'Autriche se sont alliés en 1756. Cette union vient consolider ce rapprochement diplomatique. Le début des festivités est annoncé pour le 16 mai. Avec les autres membres de la famille royale, Marie-Thérèse de Lamballe, épouse d'un arrière-petit-fils de Louis XIV, est conviée à rencontrer la dauphine dès le 14 mai à Compiègne. Ayant perdu son mari 2 ans plus tôt, c'est avec son beau-père, le duc de Penthièvre, qu'elle s'y rend en grand appareil. Dans les salons de la résidence royale, les Bourbons attendent leur arrivée. C'est une jeune femme de 15 ans qui arrive au bras du roi. Louis XV lui présente un à un les membres de la famille royale. Intimidée, Marie-Thérèse de Lamballe attend son tour. Elle a le cœur qui bat vite et le rose qui monte aux joues. Quand la dauphine se trouve face à elle, elle se plie pour effectuer une jolie révérence. Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette, écrira ainsi: « Toute la cour admira les grâces naïves et l'enjouement de l'archiduchesse. Madame de Lamballe fut admise à lui présenter ses respects, et dès ce moment, une heureuse sympathie fit naître une amitié très vive entre ces 2 princesses. » En effet, à la vue de cette princesse de quelques années plus âgée qu'elle, Marie-Antoinette esquisse un sourire. Dans cette brochette d'altesse royale au regard inquisiteur, elle apporte immédiatement un vent de fraîcheur. « C'est une veuve », lui annonce le roi. Voilà qui déclenche en elle une soudaine émotion. La capacité à ressentir de l'empathie est le premier trait commun entre les 2 futurs amis. Leur sensibilité détonne à la cour de Versailles, où l'on n'est plus habitué au dédain altier, aux rumeurs et aux méchancetés. Le biographe de la princesse de Lamballe, Emmanuel de Valicourt, qui est donc avec nous cet après-midi, écrit, je le cite, que leurs affections s'unissent à cet instant au palais de Compiègne et sans qu'elles le sachent encore, les conduiront de concert vers une même funeste destinée. Car si Olympe de Gouges souhaite haut et fort dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 que les femmes aient le droit de monter à la tribune, elles ont surtout celui de monter à l'échafaud. À la Révolution, les femmes vont partager le sort des hommes, fauchés par l'avènement des temps nouveaux. Mais d'abord, direction l'Italie où l'heure est à la fête. En septembre 1749, on célèbre à Turin l'exploit du prince Eugène de Savoie-Carignan qui a repoussé les Français du Piémont au début du siècle. Pour l'occasion, le roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Emmanuel III, organise un bal paré au Palais Royal. Sa cousine, Christine de Hesse-Rheinfels-Rotenburg, princesse de Carignan, est sur le point de s'y rendre. Enceinte jusqu'au cou, elle enfile tant bien que mal sa robe de bal, mais à peine descend-elle quelques marches de l'escalier du palais de Carignan que des contractions se font sentir. Marie-Thérèse Louise veut sortir. La future princesse de Lamballe voit le jour le 8 septembre 1749. « Qu'est belle, et vive !» s'écrie la foule amassée devant le palais. Son père, le prince Louis-Victor de Savoie-Carignan, la brandit comme un trophée depuis les fenêtres. Il porte son uniforme comme à son habitude, espérant jouer un jour les chefs de guerre. C'est un homme sympathique dont l'enthousiasme contraste avec l'esprit terne de celle qu'il a épousée par convenance en 1740. Malgré leurs différences, les parents de Marie-Thérèse s'entendent bien dans l'intimité. Résultat, l'enfant grandit au milieu de 4 sœurs aînées et de son frère Victor Amédée, auxquels viendront s'ajouter 3 autres membres de la famille. Malgré l'adage « plus on est de fous, plus on rit », l'enfance de Marie-Thérèse est plutôt maussade. Elle grandit à Turin et reçoit une éducation davantage marquée par la rigueur allemande que la légèreté italienne. Elle reçoit la formation intellectuelle d'une princesse de second rang, parle couramment italien, français et allemand. Très tôt, elle montre un caractère doux et sensible et s'attache aux personnes qui l'entourent. On la juge trop affective, trop émotive et donc coupable d'une certaine fragilité. Sa famille lui voudrait plus de force de caractère, de détachement,
Physiquement, elle n'est pas plus robuste. Sa santé est un peu chancelante et elle éprouve de vifs maux de tête qui la suivront toute sa vie. Est-elle jolie ? Pas tellement. Elle est charmante, mais sans relief à l'image de son caractère. Le teint de son visage ovale est assez pâle. Malgré ses yeux en amande, couleur bleu-gris, ses traits fins et sa chevelure blonde qui lui tombe jusqu'au milieu du dos, elle reste un peu banale. Il semble qu'elle soit mieux de loin, à en croire la célèbre portraitiste Madame Vigée-Lebrun qui notera en faisant le sien que sans être jolie, elle paraissait l'être à quelque distance. Elle avait de petits traits, un teint éblouissant de fraîcheur, de superbes cheveux blonds et beaucoup d'élégance dans toute sa personne. Dans la biographie qu'il lui consacre, Emmanuel de Valicourt note que, si ce n'était son statut de membre de la famille royale, personne ne la remarquerait. Celui qui la remarque lors d'un passage à Turin en 1755, c'est le duc de Penthièvre. L'homme immensément riche est surtout intéressé par la docilité de cette petite fille de 7 ans. 10 années passent et il veut maintenant faire l'épouse de son fils Louis-Alexandre pour calmer ses ardeurs. Il a 18 ans. C'est son seul fils survivant. Et s'il lui assure une descendance, pour l'heure, ce n'est qu'avec des prostituées. Sa sexualité compulsive est quasi pathologique. Courtisane du demi-monde ou fille des bas-fonds, le jeune homme saute sur tout ce qui bouge pour assouvir ses pulsions. Mis au courant du comportement de débauche de son fils, le duc de Penthièvre demande un jour à l'un de ses valets de le suivre. Mais le prince de Lamballe s'en rend vite compte et soudoie l'espion. Son nouveau complice va raconter au duc que son fils s'adonne secrètement à des œuvres de charité pour soutenir des familles nécessiteuses. L'illusion ne dure pas. Pour sauver sa réputation, le marier avec une princesse vertueuse est la seule solution. Penthièvre, on parle au roi Louis XV. L'immense fortune du duc est un atout de taille. Dès lors, tout va très vite. Le choix se fixe sur la jeune et douce princesse de Carignan, Marie-Thérèse. Pour la forme, on lui demande son avis. Avec candeur, elle répond à sa mère « Oui, je le veux bien, il ne m'inspire pas plus de répulsion que tout autre. » Le mariage est célébré en janvier 1767, puis en février de cette même année, Marie-Thérèse rejoint Paris. Elle quitte les lieux de son enfance pour ne jamais plus y retourner, sans savoir ce qui l'attend en France. Pleine d'espoir, elle écrit à sa mère « Puissé-je n'avoir à vous faire partager que mon bonheur ? Monsieur de Lamballe est infiniment aimable, je puis vous assurer qu'il est beaucoup mieux que son portrait. Il est, à ce qu'il me paraît, d'un caractère affectueux et facile, et m'a témoigné beaucoup de tendresse. Il est bien doux de trouver dans ses devoirs les plus précieuses jouissances. Il faut en convenir, les Français sont bien aimables. Ma mère, votre fille sera heureuse en ce pays. » Le bonheur va hélas être de courte durée. Aimable peut-être, mais les Français n'en sont pas moins en colère. Et cette colère est dirigée envers tous ceux qui se rapprochent du pouvoir. Mais avant la colère du peuple français, c'est la calomnie versaillaise à laquelle doit faire face la princesse. Après le mariage par procuration en Italie, à Turin, et le mariage religieux à Nangis, on célèbre le mariage mondain. Le 5 février 1767, accompagnée de son époux et du père de ce dernier, le duc de Penthièvre, Marie-Thérèse se rend à Versailles pour y être présentée par la comtesse de la Marche. Très vite, des propos dégradants circulent à son sujet. On raconte notamment que le prince de Lamballe a fait venir 2 catins du palais royal pour lui apprendre à le satisfaire. Faisant fi des rumeurs, la princesse profite de sa notoriété. La vie de château, ses distractions tout en faste et apparat la ravissent. Elle est de tous les événements et, comme le remarque un contemporain, elle se montre naturellement très enjouée. Mais le poète Horace n'avait-il pas raison en écrivant « Chassée de la nature, elle revient en courant ». Moins de 2 mois après son union avec Marie-Thérèse, le prince de Lamballe retourne à ses orgies. De son épouse, il confesse qu'elle brille par son manque de science amoureuse. La désillusion est grande. La princesse s'épanche dans une lettre désespérée à sa mère. « Qu'est devenu le temps où je ne vous parlais que de mon bonheur ? Est-il possible que quelques mois en aient borné le cours ? N'aurais-je plus que des souvenirs et des larmes ? Pourquoi faut-il que monsieur de Lamballe ait réuni tous les moyens de plaire, qu'il ait échauffé mon cœur de tous les feux de l'amour qu'il me témoignait, pour avoir changé tout à coup ? Son indifférence me tue. » Pour couronner le tout, le prince lui refile une maladie vénérienne. C'en est trop pour son père, le prince de Carignan. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa fille. Il enrage et va jusqu'à écrire au roi de France pour lui demander d'agir contre celui qu'il appelle l'agent contaminateur.
Mais c'est finalement la vie qui va se charger de l'éliminer. Louis-Alexandre a tout juste 20 ans quand la syphilis l'emporte, en 1768. Marie-Thérèse, qui se remet, elle, de la maladie, est effondrée. Pleure-t-elle cet homme qui l'a bafouée ou simplement le sort qui semble s'acharner? À 18 ans, la princesse est déjà veuve. Elle tire ce bilan désastreux. Je fus mariée encore enfant, épouse avant d'être femme et veuve avant d'être mère. Elle vit alors de la charité de son beau-père, le duc de Penthièvre, un homme doux et bienveillant, mais dont elle dépend entièrement. Sa santé vacille. Les périodes de mélancolie se multiplient. Les maux de tête ne lui laissent que peu de répit. Madame Campan résumera sa situation par cette phrase terrible. Depuis son arrivée en France, elle n'avait eu que des larmes à verser. Vient ensuite le temps de l'amusement pour Marie-Thérèse, que le duc de Penthièvre surnomme Marie la folle. Elle a besoin de se sentir vivante. Avec sa belle-sœur Adélaïde, l'entente est au beau fixe. Avec l'époux de celle-ci aussi. Les réjouissances, à l'occasion de leur mariage en 1769, lui mettent du baume au cœur. Pour l'heure, impossible de se douter que le duc de Chartres, son beau-frère, le futur duc d'Orléans, sera l'un des responsables de son tragique destin. Marie-Thérèse, comme le reste de la cour, se prépare à accueillir la fiancée du dauphin, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, dont les noces par procuration ont été célébrées le 19 avril 1770 à Vienne. Au mois de mai, quand elle se voit pour la première fois à Compiègne, je vous le racontais au début de mon récit, le coup de cœur est immédiat. Elles vont ensuite trouver le moyen d'échanger de plus en plus souvent. Marie-Thérèse reste pour assister avec les dames de la maison de la Dauphine au coucher de la princesse. Peu de temps après, la comtesse de Noailles, première dame d'honneur de la Dauphine, inaugure les bals du lundi soir avec la bénédiction de Louis XV. Le but est simple, distraire Marie-Antoinette. Marie-Thérèse y joue un rôle de premier plan. Le comte de Mirabeau raconte « Aussi longtemps que ces bals durèrent, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Louis XV, il n'y eut que madame la princesse de Lamballe qui parut avoir à part à l'amitié de la reine. Une reine qui n'était encore que dauphine, vous l'avez compris. » Dès lors, les deux femmes vont se retrouver chaque semaine, et c'est une véritable amitié qui se noue entre elles. Elles ont en commun de venir d'une nation étrangère, un même sang allemand qui coule dans leurs veines par leurs mères respectives. Elles s'amusent d'ailleurs à parler dans cette langue afin que l'on ne puisse percer leurs confidences et partagent un même sentimentalisme un peu puéril. Comme l'écrit Raoul Arnaud, qui a lui aussi consacré une biographie à la princesse de Lamballe parue en 1911, Marie-Antoinette lui montra plus de grâce qu'aux autres femmes parce que plus que les autres, elle lui plaisait. L'année 1771 voit l'intimité des deux femmes se construire. Elles dînent en aparté et font d'interminables promenades dans le parc. Les dernières années du règne de Louis XV sont encore celles de la légèreté. Ce sont les plus heureuses de la vie de Marie-Thérèse qui a enfin un cœur à qui se confier. Mais les choses vont bien vite se compliquer. Le roi est mort, vive le roi. Le 10 mai 1774, Louis XV ferme les yeux pour la dernière fois, tandis que s'ouvre le dernier chapitre d'un régime qui touche bientôt à sa fin. Les nouveaux souverains, roi et reine de France, s'appellent Louis XVI et Marie-Antoinette. L'on parle souvent des favorites des monarques, mais leurs épouses en ont aussi, bien que, malgré les médisances de quelques jaloux, leur relation soit platonique, elle n'en est pas moins forte. Au petit Trianon que lui a offert le roi, Marie-Antoinette passe le plus clair de son temps avec la princesse de Lamballe. Son époux, qui ne peut que constater la puissance du lien qui unit les deux femmes, lui demande un jour « Vous l'aimez donc bien ?» « Sire, lui répond la nouvelle reine, son amitié fait le charme de ma vie. » Pour la garder auprès d'elle, Marie-Antoinette restaure la charge de surintendante de la maison de la reine, qui équivaut à celle de ministre de la maison du roi. Si les critiques fusent de toutes parts, elle assume totalement « Je rendrai mon amie intime heureuse et j'en jouirai encore plus qu'elle », explique-t-elle. Pour l'heure, l'avenir semble radieux. Les deux femmes s'enferment avec la modiste Rose Bertin, qu'Adélaïde, la belle-sœur de Marie-Thérèse, a présentée à Marie-Antoinette. Les deux amies suivent la chasse aux daims, se rendent à la Comédie Française à Paris, vont aux expositions des artistes français au Louvre. Au carnaval de l'année 1776, alors que les jeux de hasard sont interdits par les règlements de police et condamnés par l'Église, la reine perd de rondelets somme et joue jusque tard dans la nuit. La nouvelle se répand à la cour et les critiques fusent. La reine ne se doute pas encore de la répercussion de ses actes sur l'opinion. Au printemps 1777,
Le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, est en visite à Paris. Il invite sa sœur à s'éloigner de la princesse de Lamballe, mais invite son beau-frère le roi à se rapprocher de sa sœur. Grâce à lui, Louis XVI traite son phimosis, une déformation du pénis qui l'empêchait de consommer, et le couple royal peut enfin procréer. Enceinte, Marie-Antoinette écrit « Je suis dans le bonheur le plus essentiel pour toute ma vie ». Un bonheur qu'elle ne peut partager avec Marie-Thérèse, qui n'aura jamais d'enfant, mais la rapproche, au contraire, de Diane de Polignac. La jalousie de Lamballe envers la duchesse de Polignac est flagrante, mais elle va la ravaler pour soutenir la reine sur laquelle l'opinion se déchaîne. On ne lui pardonne plus rien. Le peuple la juge responsable de tous les maux du royaume, des problèmes d'approvisionnement aux ministres inhabiles. Marie-Thérèse se montre d'une loyauté infaillible. Les deux femmes se rejoignent dans une commune défiance vis-à-vis des ennemis de la couronne qui se font de plus en plus nombreux. Parmi eux, le beau-frère de Marie-Thérèse, le duc d'Orléans. Autour de lui, de plus en plus de partisans se prononcent en faveur de la dynastie orléaniste. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Les États généraux s'ouvrent le 4 mai 1789, la Bastille est prise le 14 juillet et les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août. À mesure que la Révolution avance, Versailles se vide, les soutiens des souverains se raréfient. Marie-Antoinette écrit à la princesse de Lamballe « Ne perdez pas un seul instant pour venir me rejoindre. Tous mes amis fuient, puissent-ils échapper à la fureur du peuple ?» Toujours Marie-Thérèse répond présente. Quand on vient chercher la famille royale pour l'emmener à Paris au mois d'octobre, elle est là. Au palais des Tuileries, où ils sont faits prisonniers, elle partage leur quotidien. Leur chemin se sépare un temps quand la famille royale tente de fuir avant d'être rattrapée à Varennes, en juin 1791. De son côté, Marie-Thérèse rejoint la Belgique puis l'Allemagne. À Aix-la-Chapelle, elle vit sous le nom de comtesse d'Amboise et retrouve une société d'émigrés qu'elle connaît. Elle échange de nombreuses lettres avec la reine. Un jour, elle reçoit de Marie-Antoinette une petite bague contenant une mèche tressée de ses cheveux, avec cette inscription « Ils sont blanchis par le malheur ». Marie-Thérèse ne supporte pas d'être loin de son amie et rentre à Paris début novembre 1791. Les retrouvailles sont pleines de tendresse. Vite, la princesse de Lamballe s'emballe. Elle s'active, réunit les fidèles autour des souverains et tente d'ouvrir le dialogue avec les acteurs de la Révolution, Robespierre et Danton. Mais il n'y a rien à faire. Les événements prennent une tournure d'une violence inouïe. En 1792, les insurgés envahissent les Tuileries. Ils courent les salons en criant « À mort l'Autrichienne !» Malgré sa peur, face à ce déferlement de haine, Marie-Thérèse fait preuve d'un courage impressionnant. Un témoin note même que, je cite, « La princesse de Lamballe semblait vouloir garantir de son corps le dauphin et son amie la reine. » Le 1er août, Paris découvre le manifeste de Brunswick avec lequel la Prusse tente d'intimider Paris. Le peuple comprend le double jeu des souverains qui négocient avec les puissances étrangères. Cela n'a pour effet que de radicaliser un peu plus la Révolution. En août 1792, Marie-Thérèse est enfermée au Temple avec la famille royale. Mais au bout de 6 jours, leur dernier, un garde vient la chercher. Les adieux à la reine, son amie, sont déchirants. Leurs bras enlacés, Lamballe refuse de la quitter. Un garde la saisit. « C'est bon pour une esclave de ramper devant le tyran », s'exclame-t-il. « Dans le pays de l'égalité et de la liberté, on ne doit pas voir cela. » Son ami, le docteur Seyffer, plaide sa cause tant bien que mal. Il supplie Marat d'épargner Marie-Thérèse. En vain. L'ami du peuple, comme on le surnomme, n'est pas celui des aristocrates. Il lui répond « Pour les affaires de l'État, vous n'avez aucune compétence. Plus de 400 000 têtes doivent tomber si nous voulons conserver la liberté. Le sang des royalistes doit pour l'éternelle épouvante des souverains couler dans toutes les ruelles et dans toutes les rues. L'heure a sonné pour le peuple de se délivrer de ses persécuteurs. La moindre pitié serait un crime. » Et il va mettre ses menaces à exécution. Vers 11h, le 2 septembre 1792, des hommes armés de sabres et de piques viennent chercher la femme Lamballe. Ils viennent d'égorger une centaine d'aristocrates et l'amènent pour être interrogés par le tribunal du peuple. Quand on lui demande de jurer haine au roi et à la reine et à la royauté, Marie-Thérèse répond qu'elle ne peut le faire, car ce serment n'est pas dans son cœur. Soit. Direction la prison de la Grande Force. Les portes s'ouvrent sur une scène épouvantable. Des tas de cadavres d'hommes décapités, éventrés, découpés jonchent le sol.
C'est une véritable boucherie. Soudain, des hommes viennent et lui assènent des coups de sabre. Les exécuteurs ne bronchent pas. Marie-Thérèse de Lamballe tombe et ne se relèvera pas. 6 jours plus tard, le 8 septembre 1792, elle aurait eu 43 ans. L'horreur ne s'arrête pas là. Le corps de la princesse est affreusement profané. On lui tranche la tête à coups de sabre, des femmes arrachent sa robe blanche maculée de sang et un boucher ouvre son ventre pour en sortir ses entrailles et extraire son cœur. Quand un officier municipal dresse l'inventaire de ses poches, on découvre parmi ses effets personnels une bague d'or renfermant des cheveux blonds tressés avec écrit « Ils sont blanchis par le malheur ». Oui, ce que Marie-Antoinette lui avait envoyé. Ainsi s'achève le funeste destin de la princesse de Lamballe, entremêlé pour l'éternité à celui de la dernière reine de France. Carrefour. Si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, avec 34% de remise immédiate, le bloc de 300 grammes de foie gras de canard avec morceaux Labéry Origine France est au prix extraordinaire de 19,13 € seulement au lieu de 28,99 €. Et en plus, une lyre est offerte. Et c'est dès demain et jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Soit 63,77 € le kilo, dégustation ou délicat avec pointe de sauterne. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1, historiquement vôtre. Emmanuel de Valicourt, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Si l'on se souvient de la princesse de Lamballe, c'est souvent pour sa fin tragique, mais bien au-delà. Pourquoi doit-on se souvenir d'elle ? Qu'est-ce que, à votre avis, ou selon vous, cette femme incarne ? Vous connaissez peut-être ce joli concept qui a été forgé par l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle, que l'on appelait le concept du vir probus, l'homme honnête, l'homme bon. La princesse de Lamballe, elle pourrait finalement être l'alter ego féminin du vir probus. C'est une femme qui, en fait, détonne dans cette cour un peu sophistiquée de Versailles, à laquelle elle répond finalement avec un espèce de naturel raffiné. Elle traverse la vie aristocratique avec une incroyable liberté. Elle a une sorte de sincérité de l'être, une fraîcheur, une grâce extraordinaire qui étonne franchement à Versailles. C'est vraiment l'archétype de ce qu'on pourrait appeler la Moulière proba, l'alter ego du vir probus. Et elle écrit justement à sa mère, la princesse de Carignan, « Aucune calomnie ne pourra jamais affaiblir en moi le sentiment du devoir. » Emmanuel de Valicourt, Madame de Lamballe, à qui vous consacrez donc votre livre, dont on a volé le titre pour notre émission du jour, La princesse de Lamballe, l'amie sacrifiée de Marie-Antoinette, est une princesse qui appartient à la maison de Savoie. Quel destin est promis aux femmes de son rang au XVIIIe siècle ? Alors, elle est un peu cadette par rapport au duc. Vous avez tout à fait raison, elle est d'une branche cadette de la famille de Savoie, mais pour autant, elle appartient à une famille princière régnante d'Europe, et les jeunes femmes appartenant à ces familles sont en général des objets de tractation diplomatique. Vous connaissez comme moi le positionnement de la grande Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, qui était si fière de son cheptel de filles à marier, qui lui permettait de mettre des Habsbourg sur tous les trônes d'Europe. Les filles sont des promesses d'alliance politique dans les familles royales. Et en l'espèce, avec les Savoie, pour la France, il s'agit de renforcer un petit peu l'alliance avec un pays frontalier. Et curieusement, bien que ce soit un petit pays par rapport au royaume de France, la Savoie est une dynastie très prestigieuse parce que c'est l'une des plus anciennes d'Europe. Et d'ailleurs, on peut rappeler que deux princesses de Savoie ont épousé les deux frères de Louis XVI, le comte de Provence et le comte d'Artois. Absolument. Et elles sont les cousines de la branche aînée de Marie-Thérèse de Savoie-Carignan. Un an après son mariage avec le prince de Lamballe, alors qu'elle n'a que 18 ans, la princesse de Lamballe devient veuve. Pourquoi elle ne s'est jamais remariée ? Ça reste un mystère quand même. Oh non, il y a des raisons. La première raison officielle, c'est que Marie-Thérèse de Lamballe a épousé un prince du sang, un membre de la famille royale. Si elle se remarie,
elle ne peut pas le faire avec un bourgeois ou un Mhm. hobereau de province, Elle c'est perdrait évident. son rang à Elle la cour. perdrait son rang, elle dérogerait tout à fait à sa condition. Donc il faut un membre de famille royale, et ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, c'est sans doute la raison la plus officielle. Une raison plus officieuse, plus confidentielle, c'est que son beau-père, le duc de Penthièvre, qui a dû donner sa fille au duc d'Orléans, est un gentil dépressif, on pourrait dire les choses comme cela, et qui veut en fait la garder auprès d'elle. Et comme Marie-Thérèse dépend absolument de ses largesses pour vivre, du point de vue financier, elle devrait obtenir son accord pour convoler à nouveau, et la chose est absolument impossible. On raconte qu'à la mort de la reine Marie Ledzinska en 1768, ses filles, mesdames, comme on les appelle, avaient songé à faire de la princesse de Lamballe la nouvelle épouse du roi Louis XV. C'est une vérité ou une légende, Emmanuel de Valicourt? Non, non, ce n'est pas du tout une légende. Plusieurs témoins d'ailleurs le racontent, dont le comte de Mercier-Argenteau, le fameux mémorialiste qui était l'ambassadeur, voilà, de Marie-Thérèse à la cour de Versailles, ambassadeur de Vienne. Mesdames, ce sont des dames dévotes et bien pensantes qui ont toujours en fait cherché à ramener leur père, le roi Louis XV, dans le droit chemin. Et au moment où naît le projet Lamballe, Louis XV vient justement d'imposer, au grand scandale de la famille royale, vient d'imposer à la cour l'éblouissante comtesse du Barry. Et donc, ses filles veulent absolument le détourner de cela. Alors, il y aura un autre projet, qui n'aboutira pas plus d'ailleurs que celui de la princesse de Lamballe, concernant Marie-Élisabeth de Habsbourg, qui est donc la sœur aînée de Marie-Antoinette. En 1770, justement, Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, rencontre donc pour la première fois la princesse de Lamballe. C'est le début d'une amitié qui va durer plus de 20 ans. Comment est-ce qu'on peut définir le lien qui les unissait? Parce que on a écrit beaucoup de choses et aussi beaucoup d'horreurs. Vous l'avez montré très, très bien. En fait, c'est une passion d'amitié. C'est vraiment ça qui les réunit. C'est un espèce de coup de foudre réciproque, chez des femmes qui, curieusement, avaient été éduquées justement à réfréner leurs amitiés, leurs affections. Et comme toutes les passions, il va y avoir bien sûr dans cette relation entre Marie-Antoinette et Marie-Thérèse de Lamballe des hauts et des bas. Mais Marie-Thérèse de Lamballe va montrer à la reine une infatigable fidélité, et Marie-Antoinette, de son côté à elle, va avoir l'intelligence de lui demander pardon de l'avoir parfois très maltraitée. Il y a un personnage qui est assez intéressant, qui est le duc de Cruy, et qui disait de Madame de Lamballe: la princesse de Lamballe aime la reine avec une fidélité moutonnière et un attachement obstiné. Et Madame de Lamballe est toute résumée dans son rapport à Marie-Antoinette, dans cette phrase du duc de Cruy. Quand Marie-Antoinette devient reine à l'automne 1774, elle se montre reconnaissante envers la princesse de Lamballe, puisque elle lui octroie la charge de surintendante de la maison de la reine. Déjà, est-ce on peut rappeler en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quel est son rôle? Oui, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est l'équivalent pour la reine du ministre de la maison du roi. En fait, il s'agit de la personne qui va gérer la vie quotidienne de la souveraine dans tous ses aspects, à la fois son personnel, ses repas, ses différentes résidences, ses distractions, ses déplacements, etc. etc. Et Marie-Antoinette, qui est toujours passionnée dans ses amitiés, souhaite absolument que la princesse de Lamballe reste le plus possible auprès d'elle dans tous les aspects de sa vie, et c'est le moyen qu'elle va trouver pour qu'elle soit toujours auprès d'elle, la faire nommer surintendante de sa maison. Qu'on comprenne bien, est-ce que la princesse de Lamballe avait un appartement à Versailles? Oui, absolument. Elle avait un appartement de fonction, un très grand appartement de fonction. On avait dû le recréer, cet appartement de fonction, puisque la fonction de surintendante de la maison de la reine avait disparu avec Marie Lesinska, qui avait voulu faire des économies au trône. Et donc, on a recréé à la demande de Marie-Antoinette cette fonction. Et donc, il a fallu restaurer un appartement de fonction pour la surintendante de la maison. Emmanuel, l'amitié qui unit la princesse de Lamballe à la reine va vaciller un temps, notamment à cause de la duchesse de Polignac, l'autre favorite de Marie-Antoinette. Au fond, la duchesse Diane de Polignac, c'est
Marie-Thérèse de Lamballe. Absolument. Oui, absolument. Madame de Lamballe aime la reine gratuitement, hein, comme le disait le duc de Cruy. Elle n'a pas d'ambition, elle ne cherche pas à se hisser par cette relation, puisque de toute façon, elle est déjà membre de la famille royale, donc elle n'a pas de promotion à attendre. Quand elle demande quelque chose à la reine, ce n'est jamais pour elle, c'est toujours parce que quelqu'un lui a confié sa cause et qu'elle va promouvoir cette cause auprès de la souveraine. Par contre, Madame de Polignac, et sans doute plus encore la coterie qui la suit et qui est bien connue, ce sont de véritables prédateurs qui mettent le trésor royal au pillage avec une espèce de rapacité effrénée. Ils n'en ont jamais assez, ils ont toutes les audaces, on pourrait même dire tous les culots, et pour mener cela à bien, celle que l'on appelle à Versailles la comtesse Jules veut régner sans partage sur l'esprit de la reine. Et donc, il faut éliminer absolument tous les gêneurs, à commencer par Madame de Lamballe, mais elle ne sera pas la seule victime de la coterie Polignac. Il y en a une autre victime qui est très emblématique, qui était l'un des favoris de Marie-Antoinette, le duc de Lauzun, qui sera également sacrifié par la coterie Polignac. Alors que la Révolution française éclate, la reine est honnie, de nombreux pamphlets circulent la concernant. À quel point la réputation de son amie la plus proche, donc Madame de Lamballe, est-elle entachée? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent la concernant. Oui, en fait, au début des événements révolutionnaires, pas tellement. Pas tellement parce que tout le monde sait qu'elle est la belle-sœur du duc d'Orléans, qui est le héros, le chéri des révolutionnaires, en tout cas des premières édiles révolutionnaires. On sait qu'elle est ouverte aux idées nouvelles. Elle a participé à un certain nombre de débats sur des questions politiques et sociales, qui d'ailleurs vont souvent la mettre un peu en porte-à-faux et en conflit avec la reine, qui elle est beaucoup moins ouverte qu'elle sur les idées nouvelles. Madame de Polignac, elle, par contre, est beaucoup plus attaquée parce que son image, elle, est totalement dégradée. C'est vraiment l'emblème des privilégiés honnis par la pensée nouvelle, la pensée révolutionnaire. Mais il faut bien dire effectivement que lorsque, à partir de 1791, les pamphlets, il faut le dire clairement, vont sombrer dans l'ordure, alors effectivement, Madame de Lamballe sera rattrapée elle aussi, et on en fera la maîtresse lesbienne de la reine, tout comme Madame de Polignac. Après avoir suivi la famille royale à la prison du Temple, alors qu'elle aurait pu s'échapper Madame de Polignac a échappé à la Révolution, on peut le rappeler quand même. Tout à fait, oui, oui. Elle s'est barrée. Elle s'est carapatée voilà. dès le 16 juillet 1789, donc 2 jours après la prise de la Bastille. Madame de Polignac s'est carapatée, alors que Madame de Lamballe est restée. Elle est restée, Absolument. et elle est même revenue, puisqu'elle Absolument. elle était partie pendant la fuite à Varennes. C'est ça. Elle est revenue par loyauté et fidélité à la reine, et elle est assassinée donc le 3 septembre 1792. Dans la biographie que vous lui consacrez, vous expliquez qu'on a longtemps prétendu qu'elle avait été la victime collatérale de la furie populaire, mais que la réalité est tout autre. Pourquoi? Il s'agissait de la faire taire? Oui, absolument. Il s'agissait de la faire taire. Il est certain que, si vous voulez, comme un an plus tard, Marie-Antoinette, la mort de ces femmes n'est pas nécessaire. Mais elle est utile à la Révolution. Ça, c'est clair. Abattre Madame de Lamballe, qui se tient aux marches du trône, c'est clairement déconstruire la monarchie, c'est l'archétype de la victime expiatoire. Et puis, il y a une raison plus secrète, que j'explique dans mon livre, c'est que Marie-Thérèse, qui était donc ouverte aux idées nouvelles, avait tenté d'acheter concrètement, avec de l'argent, des sommes assez rondelettes, un certain nombre d'édiles révolutionnaires comme Danton, Pétion, et puis peut-être tout particulièrement Bailly, Sylvain Bailly, qui était à ce moment-là le maire de Paris. Ils ont pris l'argent. Mais après, il fallait éliminer celles qui le leur avaient donné et qui risquaient, bien sûr, de les compromettre et de dénoncer leur compromission avec la cour. C'est clairement la mort de Marie-Thérèse de Lamballe, un complot des corrompus de la Révolution. Que sait-on de la réaction de Marie-Antoinette à l'annonce de la mort de son amie, la princesse de Lamballe? Alors, d'autant qu'on peut dire que la légende raconte, je ne sais pas si c'est la vérité, que on a promené la tête de la princesse de Lamballe au bout d'une pique sous les fenêtres de la prison du Temple pour que la reine puisse bien voir la tête de son amie.
et pas seulement la tête, d'après ce qu'on raconte. Alors la légende a toujours un fond de vérité et puis un fond de roman. C'est-à-dire qu'effectivement, la tête de madame de Lamballe a été, promenée dans tout Paris, depuis, le lieu de sa mort qui est, actuellement à côté des Francs-Bourgeois, à Paris, et puis sa tête a été trimballée jusqu'à la prison du Temple, donc traversé une bonne partie de Paris. Mais contrairement à ce qui a été dit, la reine n'a jamais vu la tête de son ami promenée sur une pique. Mais les circonstances ont été les suivantes. Les révolutionnaires sont arrivés avec la tête autour de l'enceinte du temple qui avait des murs très hauts. Donc de toute façon, la reine ne pouvait rien voir. Et tout le monde a entendu le vacarme de la rue. Et ce sont les gardes de la famille royale qui ont annoncé à la reine que la tête de la princesse dansait au bout d'une pique. Et Madame Royale, qui est la seule survivante, comme vous le savez, de la prison du Temple, va raconter, à cette occasion que sa mère s'est évanouie en apprenant cette nouvelle dramatique. Est-ce que c'est une réalité? Pardon de poser cette question qui est un peu sordide, mais on raconte qu'on avait fait de son pubis, une moustache et que Ça, c'est une légende. c'est une légende. Ça fait partie, oui, ça, c'est une vraie légende. Non, non, ça, Parce qu'on a c'est profané son corps quand même. son corps a été profané, ses entrailles ont été sorties, comme vous l'avez raconté. La question de la surenchère macabre sur sa dépouille et entre autres le fait qu'on ait fait une moustache de son pubis fait partie de l'historiographie de la Restauration où on surenchérit sur ce qui est déjà bien dramatique. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'en rajouter tant que ça. La princesse de Lamballe a-t-elle eu une sépulture? Alors oui et non, son corps a disparu, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, on sait qu'un certain, François Pointel, va parvenir à récupérer sa tête après que les révolutionnaires un peu avinés se soient lassés de la trimballer tout au long de Paris, et il va aller la porter à la section municipale des 15-20. La section municipale des 15-20 se tenait dans l'ancien hospice, des Enfants Trouvés qui avait été fondé par saint Vincent de Paul. Il y avait une petite chapelle attenante et là, il est arrivé, il a posé, la tête sur le bureau, ce François Pointel. On a fait un procès-verbal du dépôt de la tête et ensuite on l'a enterrée derrière cette petite chapelle. Je pense qu'elle est maintenant sous un immeuble ou sous un parking souterrain ou, voilà. Mais elle a été enterrée. Par contre, son corps a tout à fait disparu. Sans doute avec les autres victimes de ces journées de septembre 92, a-t-il été jeté dans une fosse commune. Pour terminer, Emmanuel de Valicourt, à la fin de votre livre, on trouve la reproduction du testament de madame de Lamballe. Des mots très touchants y sont adressés à Marie-Antoinette. Pourriez-vous nous les lire? Oui, bien volontiers. Ce sont effectivement des mots très doux qui la décrivent tout entière dans sa relation à la reine. Juste quelques phrases. Je supplie la reine de recevoir une marque de reconnaissance de celle à qui elle avait donné le titre de son amie. Titre précieux qui a fait le bonheur de ma vie et dont je n'ai jamais abusé que pour lui donner des témoignages d'attachement et des preuves de mon sentiment pour sa personne, personne que j'ai toujours aimée et chérie jusqu'à mon dernier soupir. Je lui demande donc, pour dernière grâce, d'accepter ma montre, pour lui rappeler à la fois l'heure de notre séparation et toutes les heures si heureuses que nous avons passées ensemble. Merci Emmanuel de Valicourt Merci à de vous. nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la princesse de Lamballe. Je rappelle donc votre livre, La princesse de Lamballe, l'amie sacrifiée de Marie-Antoinette, disponible en poche dans la collection Texto des éditions Talenty. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.